Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Bonjour Money, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'achat compulsif. Que mettre en place, que faire quand on est accro à la dépense? Est-ce que vraiment on est accro à la dépense ou on est juste un petit peu dépensier? Parce que ce sont des notions très différentes. Avant d'attaquer ce volet-là, rappelez-vous, il y a quelques semaines, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, j'avais été contactée pour un partenariat avec la marque EcoJoco, la marque EcoJoco qui propose des assistants virtuels pour la maison pour vous aider à économiser sur vos dépenses énergétiques. C'était un partenariat qui n'était pas rémunéré, on m'a donc proposé de tester leur outil et de faire un retour sincère. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite parenthèse avant d'attaquer dans le dur le sujet des achats compulsifs. Ça fait donc plus d'un mois maintenant que j'utilise EcoJoco. J'avais besoin de ce mois-là pour vous faire un point. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Parce que tout simplement l'outil a besoin de ce temps-là pour bien comprendre comment vous fonctionnez, calculer votre consommation de référence, faire un point sur vos potentielles économies. Et donc j'ai laissé l'outil fonctionner pendant 21 jours sans trop consulter mon application qui est liée à cet assistant virtuel. Aujourd'hui, je peux utiliser pleinement l'application et donc je vais vous dire ce que j'ai préféré. Ce que j'ai préféré, c'est donc, première chose, la partie ludique de l'application, puisque l'assistant, comme je vous le disais, est relié à une app. C'est une app qui met en place plein de petites, vous le verrez, missions, des petits bonus, des petits badges pour nous récompenser de nos efforts, qui nous parle de nos records. Voilà, s'il y a des semaines où on a moins consommé que d'autres, ça nous dit un petit peu comment on s'y est pris. Donc voilà, c'est assez agréable à utiliser parce qu'il faut le dire, la dépense énergétique c'est très important sur les factures, mais c'est pas forcément le truc le plus sexy et le plus agréable de la Terre. Donc déjà, EcoJoco, c'est assez motivant de l'utiliser par rapport à ça, par rapport à leur côté ludique. Ensuite, de façon très pragmatique, j'ai pu faire des économies. Concrètement, ça m'a permis de suivre un petit peu quel était mon potentiel d'économie. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais encore plein de choses à mettre en place par rapport à ce que je mettais déjà en place et que je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, mais je peux encore m'améliorer et du coup ça me donne également le potentiel d'économie que je pourrais faire par rapport au foyer qui me ressemble, donc à la fois en termes de nombre d'habitants, de superficie, de système de chauffage, d'appareils qui sont branchés, etc., etc. Donc ça, le volet économie, c'est vrai que je le regarde très très souvent. Je regarde également très souvent la partie analyse consommation, ça me permet de voir en temps réel ce qui me coûte cher sur ma facture et c'est très réaliste. Pour le coup, j'avais peur que ce soit un petit peu voilà, que ce soit pas forcément très fiable, mais c'est vrai que ce mois-ci on a plus cuisiné et on a fait plus de lessive et je me rends compte que ça s'est répercuté directement sur la facture et qu'on voit vraiment en temps réel les moments où y a des pics de consommation. Donc j'aime bien l'idée déjà que chaque consommation soit catégorisée et en temps réel, parce que moi ça permet de comprendre vraiment ce qui se passe sur ma facture et ce qui impacte ma facture. Donc l'analyse conso, pour ça c'est très intéressant. Et ce que j'utilise aussi beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est la partie mission pour économiser. Donc là j'ai vu sur mon analyse conso par catégorie que j'avais encore beaucoup de travail à faire sur la partie appareil en veille. J'ai beaucoup de choses qui sont toujours allumées, dont j'ai l'impression d'avoir toujours besoin. C'est pas forcément le cas en fait. Et donc comme c'est un poste important dans mes dépenses, il y a une petite mission pas à pas. Voilà, il y a 5 ou 6 choses à faire comme ça pour améliorer un petit peu et obtenir des conseils et comprendre comment ça marche. Évidemment, c'est pareil pour tous les autres postes de consommation, donc le linge, la gestion du frigo, l'électricité évidemment, la cuisson, le chauffage, etc. Les éclairages, voilà. Donc voilà les 3 choses que j'aime beaucoup utiliser dans l'application et de façon générale, étant donné que ça m'a fait faire des économies, moi je dis oui, on peut y aller sans problème, les yeux fermés. Si c'est un outil qui vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien en barre d'infos dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur EcoJoco. Merci à eux de m'avoir fait confiance sur ce partenariat. Je continue donc avec le sujet du jour sur les achats compulsifs, qui est quand même pas un sujet hyper simple. Il faut savoir déjà ce que c'est qu'un acheteur compulsif, parce que des fois on dit ouais moi j'achète compulsivement, mais on ne sait pas si on l'est vraiment. Donc un acheteur compulsif, il faut savoir que c'est une personne qui ressent un besoin irrésistible et incontrôlable, c'est très important, d'acheter des produits ou des services même si ça lui cause du tort. Autant dans sa gestion financière, mais aussi dans les relations qu'il a avec ses proches. Donc pourquoi déjà je choisis de traiter ce sujet en vidéo? Parce que je pense qu'il est assez stigmatisé. On considère que les acheteurs compulsifs, c'est simplement des personnes qui n'ont pas de volonté, qui sont hyper dépensières, qui n'ont pas de motivation, qui ont un espèce de vice de la dépense.
En réalité, j'estime que ça va beaucoup plus loin que ça. Au même titre qu'on reconnaît le burn-out ou la dépression, par exemple, aujourd'hui, comme des maladies, et pas comme un caprice, hein, eh bien, je pense qu'on peut vraiment parler de maladie et d'addiction quand on parle d'achat compulsif. Pendant longtemps, quand on parlait de dépression, les gens confondaient la dépression avec la déprime et disaient des gens dépressifs qui n'arrivaient pas à sortir du lit, qu'en gros c'était soit des feignants, soit que c'était un caprice, soit qu'ils étaient juste fatigués, qu'il fallait se lever. Voilà. Aujourd'hui, le fait d'avoir reconnu qu'il fallait des traitements, qu'il fallait des accompagnements pour la dépression et que c'était plus qu'une simple déprime passagère, eh bien ça a aidé aussi les patients à trouver leur voie au milieu de tout ça. Je pense que c'est important de reconnaître que l'achat compulsif, c'est aussi une maladie puisqu'il s'agit d'une addiction. Alors déjà, comment sait-on, ça va être la première question à laquelle j'aimerais répondre, comment est-ce qu'on sait si on est acheteur, acheteuse compulsive ou pas? Qu'est-ce qui fait que vous êtes acheteur ou acheteuse compulsive si vous avez un doute? Première chose, vous avez un fort sentiment d'urgence et d'impulsion. Ça veut dire que vous ressentez souvent une pression qui est intense pour acheter quelque chose. Vous allez éprouver par exemple une forte excitation, une espèce d'euphorie lorsque vous achetez quelque chose, comme si vous étiez en train de prendre une drogue, si je puis dire. Il s'avère que cette sensation, on se rend vite compte qu'elle est de courte durée. Et en fait, c'est une façon pour vous d'apaiser votre angoisse ou votre mal-être. Et donc, les effets des premiers achats, il laisse présager qu'il va y avoir un risque de dépendance en cas de plaisir particulièrement fort. Si vous êtes content de votre achat mais sans plus, bon, voilà, il n'y a peut-être pas vraiment de débat, vous n'allez pas avoir envie d'y retourner. Par contre, si on ressent un soulagement absolument immédiat au moment où on achète, cette sensation, elle risque de créer quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance. Et il faut le savoir, on ne devient dépendant que de ce qui nous fait plaisir, au moins sur la première sensation. Donc les accros au shopping, en fait, ils vont multiplier, répéter le comportement d'achat, parce que dans cette activité, ils éprouvent du plaisir qu'aucune autre ne va leur procurer. Et tous les moyens sont bons pour acheter. Donc peu à peu, les gens qui se comportent comme ça et qui ont une sensation extrême de plaisir dans la dépense, ils vont perdre le contrôle et ils vont perdre potentiellement la liberté. En fait, c'est le glissement du plaisir vers la dépendance. Donc ça, c'est la première chose, l'urgence et la dépendance. Ensuite, il va y avoir une incapacité à résister aux impulsions d'achat. Donc l'acheteur compulsif, il peut être incapable de résister, même si ça signifie dépenser de l'argent qu'il n'a pas, par exemple, ou qu'il aurait dû utiliser pour des dépenses plus importantes. Exemple, se nourrir. Ces personnes-là, elles peuvent se sentir obligées d'acheter quelque chose simplement parce que c'est en solde ou à un prix avantageux. Il n'y a pas forcément de rationalité ou de « j'ai besoin de ça ». Non, c'est « il me le faut ». Et il y aura, et il suffit qu'on mette un sentiment d'avantage derrière cet achat pour que bim, ce soit impossible d'y résister. Ensuite, il va y avoir aussi des sentiments de culpabilité ou de honte qui vont se développer. Qu'est-ce qui caractérise aussi le fait d'être acheteur compulsif? Ça va être les achats répétitifs de produits qui sont similaires. Et moi, pour le coup, j'ai une tante qui souffre d'achats compulsifs. Elle nous l'a jamais dit, mais ça paraît évident. Elle va avoir dans ses placards 15 salières poivrières, par exemple. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est qu'elle n'a pas pu se retenir de les acheter. Elle va avoir 15 manteaux qui se ressemblent. Donc, ça ne dérange pas un acheteur compulsif d'acheter plusieurs exemplaires du même produit ou des produits qui se ressemblent, même s'ils n'en ont pas besoin ou qu'ils ont déjà assez à la maison. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas rationnel. Et, attention, là aussi, il y a un gros indice qu'on peut souffrir d'achat compulsif, c'est quand on commence à masquer les dépenses et cacher les achats. En fait, certains acheteurs compulsifs, ils peuvent chercher à cacher les factures, planquer vite les achats sous le lit ou dans des placards fermés à clé, histoire d'éviter les réprimandes de leurs proches, et puis aussi pour cacher l'étendue du comportement compulsif et des dégâts qui ont été créés à cause de ça. Donc en fin de compte, l'acheteur compulsif, il est confronté à des difficultés qui sont émotionnelles et qui sont financières à la fin, en raison du comportement qui est complètement irrésistible, et ça peut avoir un effet, un impact hyper négatif sur sa vie quotidienne. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut surmonter cette addiction et ces pulsions quand on est acheteur ou acheteur compulsif? On peut surmonter son addiction, ça existe, mais ça se fera forcément de façon progressive, et je pense aussi, ça c'est
pas que personnel, hein, mais voilà, j'y crois vraiment beaucoup. Je pense que la collaboration avec un thérapeute ou une thérapeute est très très importante. C'est difficile de se détacher d'une addiction en étant complètement seul. Donc, moi, ce que je vous dis souvent dans mes vidéos, c'est je parle souvent d'acceptation. Et j'ai vécu, moi, avec une mère qui n'était pas accro au shopping, mais qui était accro au jeu d'argent. Et qui, elle, pour le coup, va rester dans un certain déni. En fait, elle n'est jamais vraiment sortie de ce déni, et je peux vous le dire. Du coup, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment guérie. Je pense qu'elle continue à me cacher des choses et je pense que ça ne changera pas tant qu'elle n'aura pas accepté qu'elle a un problème. Donc pour moi et pour les professionnels qui parlent régulièrement d'addiction, l'acceptation, ce sera toujours le début de la guérison. Donc si vous n'acceptez pas d'avoir un problème avec votre comportement d'achat, avec vos dépenses, ça va être très compliqué d'avancer dans un chemin pour vous en libérer, parce que vous allez être dans un déni, voilà, vous allez être dans un jeu de oui, j'ai un problème, oh ben ça va, il n'est pas si grave non plus, quoi. Donc, comme je vous le disais, il faut admettre en premier qu'on a un problème, reconnaître que notre comportement d'achat, il est problématique, qu'il va avoir des conséquences négatives. Ça, c'est le premier pas vers la guérison, et c'est pas parce que ça a des conséquences négatives uniquement sur vous, ça a des conséquences négatives sur tous les gens qui vivent avec vous et qui s'inquiètent pour vous. Ensuite, la deuxième étape, là on est sur une étape plus pratique, on va dire, c'est d'établir un budget. Donc pour ça, vous avez toujours, si vous le souhaitez, mes fiches de budget mensuel qui sont gratuites. Je ne vais pas le redire, j'ai déjà fait des millions de vidéos là-dessus. Je vous en remets une si vous n'avez jamais créé votre budget. C'est pas la solution ultime, c'est juste une étape. Il faut créer un budget pour comprendre quelles sont nos limites de façon tangible sur chaque catégorie de dépenses. Ça permet déjà de s'auto-envoyer un signal quand on est proche de les dépasser. Ça ne veut pas dire que vous réussirez à les dépasser, à les respecter du premier coup, vous allez probablement les dépasser, mais ça va vous permettre quand même de vous envoyer ce signal et de vous apprendre à planifier certains achats quand on sent l'urgence monter. Ensuite, la troisième chose, c'est d'éviter les déclencheurs. Il y a forcément des déclencheurs dans un comportement d'achat compulsif. Certains endroits, certaines situations vont déclencher un comportement d'achat compulsif et il faut les identifier pour pouvoir les éviter le plus possible et aider à réduire ce comportement d'achat compulsif. Alors, le déclencheur, ça peut être tous les jours, quand je rentre du travail, je passe, c'est juste à côté, je passe par la galerie marchande de tel magasin et je ne peux pas m'en empêcher, je vais dans cette galerie marchande. Éviter ce déclencheur, c'est tout simplement ne pas passer par la galerie marchande et prendre un bus qui vous emmène, qui vous fait faire un détour. Vous perdez 15 minutes, mais vous gagnez 100 € si ça se trouve. Voilà, mais ça peut être aussi des choses qui sont un petit peu plus difficiles à évaluer. Qu'est-ce qui monte en vous? Quel stress monte et vous oblige à remplir des paniers sur des sites comme Amazon, par exemple? Est-ce que c'est avoir des conversations sur telle problématique dans votre foyer? Est-ce qu'il y a des situations qui vous font monter le stress et qui vous empêchent d'avoir les idées claires et vous obligent à vous défouler sur un panier d'achat? Donc, tout ça, c'est très dur parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas complètement éviter. Mais déjà, les reconnaître, c'est énorme parce que, je vais vous expliquer la suite, mais ça vous permet de comprendre comment les compenser autrement qu'en allant choper votre carte bleue ou votre cash. Donc, on évite les déclencheurs, on les identifie d'abord. Et c'est là qu'on essaye de trouver des moyens. Une fois qu'on a identifié le déclencheur, d'autres moyens de gérer ce stress, parce que ça peut venir vraiment d'une situation stressante. Et il y a des moyens sains de gérer le stress. Par exemple, alors je ne vais pas faire plaisir à tout le monde en disant ça, mais par exemple l'exercice physique, c'était très dur à dire, l'exercice physique ou la méditation, ça fait partie du panel de choses qu'on peut mettre en place pour gérer le stress. Pour autant, c'est peut-être pas la solution qu'il vous faut. Pour d'autres, ça va être de mettre la musique à fond et de se mettre à danser. Pour d'autres, ça va être de préparer un crumble aux pommes et de le manger en famille. Et pour d'autres, ça va être de faire des câlins à son chien, j'en sais rien. Peu importe, il y a plein de façons d'apprendre à gérer le stress, il faut trouver la sienne. Là, quand je dis exercice physique ou méditation, c'est juste que c'est les exemples qui reviennent le plus et qui, en l'occurrence, vont vous créer des zones de bien-être qui ont été prouvées scientifiquement. Et ensuite, évidemment, pour moi, je vous le dis et je vous le redis, trouver de l'aide professionnelle, c'est hyper important. Donc, les personnes qui ont des difficultés à surmonter ce comportement, ils peuvent bénéficier de l'aide d'un professionnel de santé, évidemment, santé mentale. Pour ça, il y a des thérapies, ce qu'on appelle les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales. Donc, je trouve que là, ça, ces deux parties-là,
ce sont les plus difficiles et avoir une aide pro, c'est là-dessus que vous allez principalement travailler. Donc en fin de compte, la guérison de l'achat compulsif, ça nécessite du temps, je ne vais pas vous le cacher, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, comme toutes les addictions d'ailleurs. Donc comment ça se passe quand on décide d'être accompagné, si ça peut vous rassurer, par un thérapeute ou une psychologue ou un psychologue spécialisé dans les thérapies cognitives et comportementales. Dis donc aujourd'hui c'est compliqué. Il y a plusieurs stratégies, comme je vous le disais, qui peuvent être mises en place. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore trouvé le ou la bonne thérapeute, vous y intéresser en autonomie, et si vous avez peur aussi de franchir le pas, finalement. La première chose, comme je vous le disais, c'est d'identifier les pensées et les émotions qui vous traversent quand vous êtes en train d'arriver à un comportement d'achat compulsif. Qu'est-ce qui se passe si vous avez envie d'acheter à fond, que vous n'arrivez pas à vous en empêcher? Prenez 5 secondes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce plaisir-là, vous avez besoin de le combler? Qu'est-ce que ça vous apporte d'acheter autant? Qu'est-ce que vous vous imaginez? Comment vous vous imaginez quand vous êtes en train d'acheter cette robe ou cet accessoire pour votre voiture? Qu'est-ce que ça dit de vous en fait? Voilà. Il peut y avoir des pensées comme je peux pas passer à côté d'une telle affaire. En fait, vous êtes là, vous êtes à 2 doigts, vous savez que vous êtes déjà endetté et vous vous dites non mais attends, je peux me faire plaisir quand même avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Paf! À ce moment-là, quand vous êtes capable de vous dire quelque chose comme ça, en fait, avec le thérapeute qui va vous accompagner, vous allez pouvoir réexaminer a posteriori ce comportement. Et la personne, elle va questionner en face de vous, elle va vous dire mais à quel moment vous voulez vous faire plaisir? Qu'est-ce qui vous fait pas plaisir dans votre journée pour qu'on en arrive là? Pourquoi vous ne pouviez pas passer à côté d'une telle affaire? Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez passé à côté? Et voilà, tous ces questionnements-là qu'on a du mal à se renvoyer nous-mêmes, le ou la thérapeute va le faire à votre place. Enfin, du moins, va vous poser les questions, c'est à vous de faire le travail évidemment, mais va vous obliger à aller creuser, c'est ça que je veux dire. Nous, on ne s'oblige pas, nous tout seuls, c'est plus compliqué. Ensuite, le ou la thérapeute, il va vous donner ce qu'on appelle des stratégies de coping. Vous aider à développer les vôtres. Alors, qu'est-ce que c'est que le coping? Le coping, c'est un terme qui se réfère en fait au mécanisme que vous allez vous utiliser pour faire face à votre problème ou à votre situation stressante. Comment développer des techniques que vous, en tant que patient, vous allez apprendre et que vous allez utiliser pour gérer et surmonter vos difficultés émotionnelles, vos difficultés d'achat compulsif, vos difficultés en termes de comportement. C'est un élément qui est hyper important dans une thérapie parce que du coup, en autonomie ensuite, on peut acquérir les compétences et les utiliser pour faire face à des situations qui sont hyper difficiles. C'est comme si on vous donnait une boîte à outils. On vous disait, ok, j'ai compris comment tu fonctionnes, maintenant je te conseille d'essayer telle ou telle chose pour pouvoir gérer ton stress autrement qu'en retombant systématiquement dans ton addiction. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, de pouvoir faire ça avec un thérapeute parce qu'il va vous faire avancer tellement plus vite. Ensuite, il y a aussi autre chose qui peut être mise en place. Alors moi, j'ai jamais rencontré de thérapeute qui propose ce genre de stratégie, mais je sais que ça existe et c'est très intéressant, c'est la stratégie d'exposition. C'est ce qu'on appelle des séances d'exposition. En fait, vous, en tant que patient, vous êtes exposé à des stimulations, des stimuli qui vont déclencher votre comportement d'achat compulsif. Exemple, on vous met face à une publicité ou face à la vitrine d'un magasin dans lequel il y a des trucs écrits en très gros, en très rouge, à vendre, à liquider, etc. Et le but, c'est de vous faire réagir devant ce stimuli et de vous apprendre en direct à gérer votre désir d'acheter et à développer des compétences en matière de résistance à la tentation. Donc évidemment les résultats d'une thérapie, ça va varier selon les individus, mais il faut savoir que beaucoup de nombreux patients, j'ai pas le chiffre, mais c'est prouvé dans les recherches scientifiques, ils ont vraiment constaté une amélioration qui est significative de leur comportement d'achat compulsif grâce à ces approches couplées. Dans tous les cas, si vous avez déjà vaincu ce comportement d'achat compulsif ou que vous avez vu un proche s'en sortir ou vous l'avez carrément aidé à s'en sortir, ce qui serait génial, c'est que vous continuez cette conversation en partageant votre expérience dans les commentaires. Si vous êtes en plein dans cette addiction ou dans une autre d'ailleurs, donc de tout cœur, je vous envoie plein de courage pour reconnaître, pour surmonter le trouble qui vous pourrit probablement la vie. Donc vraiment, je crois en vous et je vous envoie plein d'énergie et plein d'amour. Je vous fais une grosse bise. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. Merci encore d'être là. À plus.